je me lassais un peu de jouer les chansons des autres. Tu vois, je me suis dit que c'était un moyen de faire de l'argent. Enfin, c'est une chose, de l'argent là pour voyager, de faire plaisir aussi, parce que les gens avaient l'air d'apprécier ça, ce que je faisais, et de créer des émotions chez les autres. C'est ce qui me motive avant de faire de l'argent quand même, parce que et donc je me mets à écrire des chansons. Et de temps en temps, j'en place dans la rue. Je me mets à jouer quelques trucs à moi. Et ça me plaît. Et je me rends compte que les gens, ils accrochent aussi. Et parfois, on me demande même t'es de qui cette chanson ? Je la connais pas. Et là, c'était tu vois, la satisfaction ultime. C'est de moi, et je me rends compte que c'est quelque chose que je peux faire. Bon, je débute. Hein. Aujourd'hui, quand je réécoute ce que je faisais, il y a des choses que je gommerais, mais non, tu vois, tout est cheminement, quoi. C'est vraiment ça. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Il y a ceux qui tracent leur chemin, et puis il y a ceux qui le chantent au fil des kilomètres, guitare à la main. Dans ce nouvel épisode de French Expat, je vous invite à suivre un artiste nomade qui, à l'âge de 19 ans, avec 90 € en poche, est parti à la rencontre du monde, de la musique, mais peut-être surtout de lui-même. Des rues de Dublin à la côte australienne, en passant par les bars de Boston et les auberges du Canada, Berthou a joué, appris, galéré, vibré et surtout composé la bande-son de sa propre vie. Une vie faite de rencontres improbables et de nuits sous les étoiles. Aujourd'hui, celui qui s'appelle en réalité Humbert est aussi connu sous le nom de Berthou sur scène. Il vit de sa musique et il partage avec nous les détours qui l'ont mené jusque-là. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti. Débraillé de la tête au corps, la mort est loin. Dans mon sac à remords, jeter mes envies, mais encore, on verra bien. Vancouver et son port, l'errance à portée de démence, un rêve lointain. Salut, moi c'est Humbert, j'ai 28 ans, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et ça m'a beaucoup apporté. Et le voyage m'a mené à mon métier d'artiste aujourd'hui, puisque je suis aussi Berthou, mon nom d'artiste, auteur, compositeur, interprète. Et puis voilà, je souhaite à tout le monde de voyager au travers du globe, parce que c'est formateur selon moi. Eh ben, très bien, écoute, on va y revenir. Bienvenue Humbert et bienvenue Berthou, du coup, puisque j'ai deux personnalités au micro. Merci. Tu viens de Sarlat, dans le Périgord. Est-ce que c'est là que la musique a commencé pour toi ? Oui, exactement. Pour être précis, à Saint-Julien-de-Lompont, un petit village à côté de Sarlat. J'ai des parents qui... Ouais, c'est joli. Tu vois, ça aussi, c'est un truc que le voyage m'a fait prendre conscience. Et en revenant, que je me suis rendu compte que c'était joli, mais pas... Ça m'a fait ça, moi aussi. La première fois que je suis partie longtemps à l'étranger, tu rentres et tu dis « Waouh !» T'apprécies différemment. Comme si tu prenais du recul sur là d'où tu viens. Ouais, pourtant rien n'a changé, c'est assez étrange comme sensation. Et donc oui, Saint-Julien-de-Lompont, j'ai des parents qui sont musiciens, ma mère joue du piano, de l'accordéon, mon père aussi, de la guitare, tout ça. Et donc rapidement, ça a été assez simple, il y avait des guitares je crois dans chaque angle des pièces, donc un jour j'ai chopé une guitare, ouais voilà, j'ai essayé. Je suis tombé sur une émission sur les Beatles, j'ai adoré leur musique et je me suis dit, je vais apprendre leurs chansons. C'était quoi ta première chanson que tu as apprise ? Tu te souviens ? Ouais, c'est Working Class Hero de John Lennon. Il y a 2 accords, comme quoi on peut faire une chanson avec 2 accords, tu vois.
Et puis petit à petit, j'en ai rajouté un troisième. Mon père m'avait imprimé les paroles des chansons, ouais. Non, même pas les paroles, tu vois, pour que dans la cour de récré, je puisse les chanter. Puis j'avais mon MP3, donc je savais pas trop ce que ça voulait dire, les paroles, mais... Et justement, alors tu as fait des études d'anglais quand tu as fini le lycée. Est-ce que c'était justement avec cet attrait pour la musique ou c'était quoi ton projet à l'époque? C'était quoi qui t'attirait là-dedans? Oui, je pense que intimement, les deux sont liés, hein, l'anglais et la musique. Moi, je vois les deux comme des passions. Ah ouais. Ouais, vraiment. Mais tu vois, ça part du même endroit. La musique m'a mené vers l'anglais. Au début, j'en avais marre de baragouiner des mots que je ne comprenais pas. Donc, tu vois, je me suis mis à chercher. Et puis, je sais pas, c'est des sonorités. Je me suis mis à écrire, par exemple, en anglais avant d'écrire en français. Tu vois, c'est des sonorités t'avais quel différentes. âge? Je devais avoir 14 ans, tu vois. Bah, je faisais les deux. Les deux, mais je trouve que c'est plus intuitif d'écrire en anglais. C'est plus le cas du tout aujourd'hui. Je n'écris plus en anglais. C'est un choix professionnel. Mais ouais, les sonorités sont plus simples, je pense, en anglais. D'accord, ok. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà abordé aussi dans le podcast, c'est que la langue anglaise a plus de mots précis. On en avait parlé dans l'art de la punchline, si tu veux, quand on fait de l'humour, où en fait, tu as un mot pour tout en anglais, alors que le français est peut-être plus lyrique, plus poétique, et du coup, ça te prend 5 ou 6 mots pour passer la même idée, en fait, qu'en un mot en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. C'est drôle, j'aurais eu tendance à penser l'inverse, moi, D'accord. tu vois. Mais bon, ouais, comme quoi, mais bon, j'ai pas vraiment d'argument pour te contredire, mais je sais pas, moi, ça a vite été une obsession, en fait, comment dire, quand je n'avais pas un mot anglais autour de moi, tu vois, je regarde, on va prendre un exemple simple, la bouteille, tu vois, il fallait absolument que je sache comment dire bouteille, et j'ai fait ça avec tout. Et j'avais un carnet dans lequel je notais tous les mots, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai énormément de vocabulaire en anglais, qui m'a beaucoup aidé après à voyager, évidemment, à parfaire la prononciation aussi dans chaque pays, tout ça. Et j'en arrive à un point aujourd'hui de ma vie où je me dis c'est un peu dommage, tu vois, d'avoir fait tout ça, tout ce chemin, pour ne plus utiliser autant l'anglais que je le faisais avant. Bon, on va y revenir. Non, oui, ne grillons pas les étapes. Du coup, donc, tu découvres le monde de la musique, tu découvres les Beatles, tu découvres l'anglais, et tu te mets à chanter dans la rue à Sarlat? Je me mets à chanter. Bon, il y a quand même quelques années d'écart entre la première fois que j'ai pris ma guitare et le début. J'ai commencé dans ma chambre à jouer tout seul parce que on n'avait pas la PlayStation chez moi, on n'avait pas le droit. Du coup, je me suis occupé comme je pouvais. Mais ils ont eu raison, mes parents, je pense que je ferais pareil avec les miens, tu vois. Parce que ça libère un esprit créatif. Et puis, petit à petit, je suis sorti de ma chambre, j'ai commencé à chanter mes chansons à ma mère. Puis, fan numéro 1? Ouais, fan numéro 1, donc des fois... admirative, comment dire, elle n'était pas impartiale, quoi, tu vois, donc... c'est normal, c'était son fils. Oui, exactement, c'est son boulot de maman. Ouais, c'est son boulot de maman, ouais, on peut pas lui reprocher. Et puis, j'ai un père, en fait, qui a beaucoup voyagé en étant jeune, à travers le monde, et qui avait, lui aussi, gagné sa vie pendant un moment, durant la vingtaine, en jouant dans la rue, dans les bars, tout ça. Donc tu savais que c'était possible. Voilà, moi, c'était, comme tu dis, c'était une possibilité. En fait, c'était une option. C'était un métier comme un autre. Ouais, on t'a jamais dit, fais des études et tu verras la musique après. On m'a toujours dit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Vraiment, fais ce que tu veux dans la mesure du raisonnable, bien sûr, mais ouais, sois heureux et va vers ce qui t'attire, tu vois. Donc, quand tous mes copains se sont mis à trouver des jobs d'été pour se faire de l'argent l'été, moi, je savais pas trop quoi faire, et la facilité, ça a été d'abord d'aller jouer dans la rue à Sarlat, les chansons que j'avais apprises, les reprises, puis j'ai vu que ça marchait, et que je pouvais faire bien moins d'horaires qu'eux et gagner le double, voire le triple, quoi, tu vois, donc... c'est rassurant. Ensuite, j'ai tenté Palavas-les-Flots, la mer Méditerranée, où j'allais souvent en vacances. Pareil, toujours en job d'été. Puis,
mon lycée organisait des espèces de scènes ouvertes durant l'année scolaire, et puis je pense que ça a été une révélation pour moi. Ah ouais? Tu te souviens de la première fois? Moi, je me souviens de la première fois, et puis c'est un frisson que je retrouve souvent, tu vois, Bah raconte-nous. avant de monter. Ah, c'est spécial, tu vois, En fait, c'est pas visuel, t'es derrière un rideau, t'entends ce brouhaha, tu sais pas à quoi t'attendre. Toi, t'es tétanisé parce que les premières fois, tu te dis faut pas que j'oublie de changer d'accord, d'oublier ce mot, de machin. Faut être ultra concentré. Et puis, je sais pas, tu vois, même d'en parler, c'est con. J'ai ce truc là. Ouais, tu ressens encore les émotions. Petit frisson, ouais, tu vois, ce frisson où quand t'es dedans. À chaque fois que je joue et que les gens répondent et sont là, il y a un truc qui se passe, que tu les embarques, il se passe un truc. Et c'est indescriptible, ouais. Ça, tu vois, et je me sens à ma place, tout simplement. Et tes copains d'école, à ce moment-là, ils t'avaient déjà entendu chanter, jouer, interpréter ? Ouais. D'accord. Ouais, je pense que je les saoulais un peu, tu vois, dès qu'il y avait une soirée. Il y a un moment où j'apportais tout le temps les guitares. T'étais puis, ce pote-là, celui qui se pointe autour du feu avec la guitare en fin de soirée. Ouais, mais à contrario, tu vois, quand ça me gêne un peu quand on me demande de jouer. Enfin, je sais pas, il y a... Ouais. C'est comme les gens qui demandent à un humoriste, fais-moi une blague, quoi. C'est quand j'ai envie. Un peu, ouais. Surtout, par exemple, tu vois, on va reparler de ma mère, mais ma mère qui était toujours très fière, tu vois, au repas de famille, allez, je joue une chanson. Et moi je me mets toujours à la place des autres. Je me dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de m'entendre, tu vois ? Est-ce qu'ils ont envie de prendre le temps ? Donc, je le faisais pour lui faire plaisir, mais... Et mon père, alors, qui était... la voix de la sagesse à côté, tu vois, qui essayait de dire, mais non, laisse-le. C'était assez drôle. Rien que ça, c'est un sketch, tu vois. T'as des frères et sœurs ? Ouais, j'ai un petit frère qui est... on a 18 mois d'écart. D'accord. On s'est toujours suivi de très près. Lui aussi fait un peu de musique. Enfin, c'est pas son métier. Lui, il est dans l'audiovisuel. Il me fait des clips aujourd'hui de mes chansons et mes photos. Et on chante ensemble de temps en temps. On a déjà fait des vidéos. On est très proches. On a une sensibilité qui est très fusionnelle, ouais, très compatible, tout ça. Donc ça, c'est chouette, ouais. Alors, donc du coup, on a un peu posé les bases, on comprend un peu comment s'est passée ton enfance, ton adolescence dans le Périgord, tes premières scènes, et puis rapidement, tu as cette soif d'ailleurs, en fait, qui t'envahit. Tu disais que ton papa, lui, a fait de la musique un peu autour du monde, donc ça faisait partie aussi de ton champ des possibles. Ouais. Et donc, tu es parti initialement, t'avais quel âge quand tu es parti en Irlande avec ta guitare ? Je suis parti à 19 ans. D'abord, j'ai eu mon bac L. Je suis allé à Bordeaux et là, j'ai rencontré différentes personnes, dont une, précisément, il s'appelle Manu, que je côtoie toujours aujourd'hui. Et il me dit, il y avait un an d'avance déjà, donc avec ma copine, on a fait le tour de l'Irlande, mais on avait 300 €, tu vois, et on a réussi à faire du stop et machin. Et puis, je sais pas pourquoi cette idée, c'est une graine qui a germé dans ma tête. Ouais. Et je me dis, mais je vais faire pareil, mais sauf que moi, en fait, en plus moi, j'ai un avantage, c'est que j'ai la guitare. Je peux me mettre où je veux. Donc, je suis allé en Irlande avec 90 € sur le compte, c'est inconscient. Je me dis aujourd'hui... Bon, j'aurais eu de l'aide, bien évidemment, s'il avait fallu, mais tu vois, je suis arrivé à Dublin. Je me suis installé dans un endroit qui me semblait propice à la guitare, puis je me suis mis à jouer. D'accord, dans la rue. Le jour de la Gay Pride, je me souviens. D'accord. Et j'avais fait mes 80 € en 1 heure, tu vois, donc je me disais, mais c'est incroyable, quoi. Parce que, bien évidemment, il n'y avait pas que la guitare, c'est un prétexte. Je voulais rencontrer du monde, parler anglais. Sortir de la France et pouvoir comme je faisais des études d'anglais aussi, et je voulais pratiquer. Énormément pratiquer, apprendre de nouveaux mots, rencontrer de nouveaux gens, faire la fête aussi, tu vois. Enfin, c'est l'âge où t'as envie de tout faire, quoi. Et puis en plus de ça, je pouvais financer le truc. J'étais libre, quoi. Et puis si je voulais partir à Galway, à l'autre bout de l'Irlande, sur un coup de tête,
ce que j'ai fait, je pouvais, quoi. Ouais, t'étais complètement libre. Ouais. Tu te souviens de ta toute première performance, du coup, là-bas? Donc, c'était pendant la Gay Pride, tu disais. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? I must be some poor boy and sing I must be some. Oh, and I don't give a ton about a green flag and daughter. Smelled it, I starts like king for a willing song and a good guitar. That's all that I had to say. Poor boy, that's all that I had to say. Alors, je me suis installé à côté de la statue de Molly Malone à Dublin. C'est une statue d'une femme qui pousse un chariot. Et en fait, Molly Malone, elle est importante pour la ville de Dublin parce que c'est un peu une figure emblématique. Elle a créé, enfin, il y a une chanson qui en découle. In Dublin's fair city, when the girls are so pretty. Et bref, j'avais vu que les groupes touristiques venaient à côté de Molly Malone avec leur guide et que le guide chantait la chanson. Et petit à petit, tu vois, moi je me suis dit, mais faut que tu la joues. Ouais, du coup, j'attendais le bon moment, je les voyais arriver, tu vois, je pistais. Et puis petit à petit, en fait, c'était d'un commun accord, je devais jouer. Ah ouais, ils m'attendaient. Et maintenant, à l'époque, je m'appelais pas Bertou, enfin, c'était pas encore, j'avais pas décidé de mon nom d'artiste, mais Bert, il m'appelait, tu vois, Bert is gonna sing for you. Alors, je chantais la chanson, alors là, les touristes étaient aux anges, tu vois, et après, ça marchait, tu vois, il donnait des sous dans le chapeau, quoi. Ouais, trop bien. Et la Gay Pride, ouais, c'était fabuleux, quoi, parce que des sourires de partout, que de la bienveillance. Mais je sais pas si c'est un bon exemple, tu vois, parce que ça a pas toujours été ça pour moi, la rue. Il y a pas eu que des sourires, il y a eu des moments plus sombres. Mais je suis arrivé, ça m'a donné du boost pour Tu dis, je suis au la bon suite, endroit. quoi. Ah ouais. Et puis les gens te parlent. Moi, c'est ce que j'adore en fait avec le côté anglo-saxon, c'est que tu peux parler à un inconnu et c'est normal. Nous, on est un peu, on est un peu renfermés parfois sur nous-mêmes, les Français. J'ai l'impression et ça me gêne, tu vois. D'accord. Donc, tu as cette première confrontation, ça fait penser que c'était violent, donc non, mais en tout cas, enfin voilà, cette première rencontre avec le public à Dublin, tu dis, t'es parti avec 90 € sur ton compte, finalement, t'arrives à doubler la mise presque en ta première journée. Tu t'y prends comment, du coup, c'est quoi ton plan? Tu étais venu pour apprendre l'anglais, pour rencontrer du monde, je sais pas, tu dors où, tu fais quoi, comment est-ce que tu décides où tu vas aller, et c'est quoi qui te porte, en fait, tu vois, de jour en jour pendant ce séjour? Eh bien, j'avais cette application, est-ce que je vais me souvenir du nom là? Hostelworld, voilà, je dormais dans les auberges de Genève. Voilà, je prenais je prenais 3 nuits dans la même auberge, tu vois. Je voyais ce qui se passait, les connaissances que je faisais, je me faisais des potes ou pas. Et puis j'avais cette routine tous les jours où je m'imposais de jouer de 10h30 à midi. Ensuite, je revenais faire la sieste à l'auberge. Et je reprenais vers les 15h jusqu'à 18h. Le soir, si j'avais souvent des fêtes de prévues le soir quand même. Du coup, je faisais la fête. Mais je m'astreignais, tu vois, à me lever le matin à 10h30 et recommencer. Aller à côté de cette statue. Et en fait, j'ai compris que c'était comme à la pêche, tu vois, ils appellent ça le busking, le jouer dans la rue. Selon les types de touristes ou les types de personnes que tu vois qui passent, tu t'adaptes à eux. À Dublin, je chantais bien évidemment en anglais, tu vois, mais s'il y avait des touristes français qui arrivaient, tu les vois 10 000, en plus les touristes français, tu les reconnais. Je jouais un Brassens, tu vois, un Cabrel. Alors là, un petit jeune qui joue à Dublin du Cabrel, c'est fantastique. Après, on parle, tu vois, machin, tu fais des connexions. Donc ouais, faut avoir les bons appâts, le bon lieu, les bons horaires. C'est comme la pêche. Voilà. Trop bien. Et puis après, ouais, vraiment des rencontres. Parce que petit à petit, à force de faire ça tous les jours, je dormais plus du tout dans les auberges de jeunesse et les gens me proposaient de m'héberger. Ah ouais. Sur les canapés, ouais, c'est arrivé pas mal de fois. Et puis, ouais, des nouvelles affinités qui se créent. Ouais, c'était ça. Tu te souviens d'une rencontre en particulier? Ouais, je me souviens d'une rencontre. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête, dont une avait chez Alexis, un Français. Tu vois, normalement, je vais pas
comme je te disais, moi je voulais pratiquer l'anglais, tout ça, et j'allais pas à Dublin pour parler français, mais là, bon, ce mec-là, Alexis, un français, est venu me parler entre deux chansons. Il habitait là-bas, et moi j'étais un peu réticent parce que je voulais pas. Enfin, je suis un peu borné, et, je voulais pas trop parler français parce que je voulais que ce soit utile mon voyage. Et ce mec-là, il me dit, je joue la guitare, j'aimerais bien qu'on gratte un peu avec toi, viens chez moi, machin, tout ça, et puis. De fil en aiguille, je suis resté peut-être une semaine et demie sur son canapé, quoi, tu vois. Et puis, ouais. Donc ça, c'était pour... et puis, un mec, on s'écrit aujourd'hui, tu vois, encore, on prend des nouvelles. Et puis après, une expérience un peu moins joyeuse, tu vois, parce que bon, il n'y a pas que du positif, bien évidemment, mais ça, on apprend. Un mec qui vient me voir, plus âgé, dans la cinquantaine, un Irlandais, et un prof de guitare qui me dit oui, c'est bien, il faudrait que tu t'améliores sur tel truc, je peux te montrer et tout. Il m'a amené dans un magasin de guitare, on a joué un peu, machin. Puis après il m'a proposé de venir chez lui, et puis je me suis rendu compte en fait qu'il me draguait, le gars, tu vois. Ouais. Et donc à partir de ce moment, je suis parti, mais ouais, t'es toujours entre deux eaux. Donc faut avoir conscience que tu vis des moments intenses, très positifs, mais qu'il y a aussi une part de danger, tu vois. C'est pas de l'inconscience à l'état pur. Tu t'es senti en danger non avec ce plus. mec? Oui, mais après ça m'a pas travaillé. Enfin, je me suis dit, ouh là, ça craint. Sors-toi de là, puis voilà. Hein. Mais j'en rigole aujourd'hui, tu vois. Du coup, à quel moment est-ce que tu t'es dit... Parce qu'en fait, c'est au cours de ce voyage que ça a cliqué pour toi, si je me trompe pas. À quel moment, au cours de ce voyage, est-ce que tu t'es dit, ok, en fait, je peux vivre de ça? À la fin, mais quand je suis rentré, en fait, je suis rentré avec plus T'es resté de combien de sous. temps? Je suis resté 2 mois et demi, le premier voyage. Et je me suis dit que c'était possible, mais je me suis jamais dit que ça serait toute ma vie. Juste que ça serait, oui, en fait que c'était possible de faire ça pas le temps d'un été. Parce qu'après, évidemment, il y avait les études à Bordeaux, reprendre les études, et puis ça a permis ça a orienté la suite des événements, puisque aujourd'hui la musique fait partie de mon métier, mais je suis plus dans la rue, tu vois, parce qu'il y a un petit côté ingrat où les gens ne sont pas là pour toi, c'est à toi de les dompter et d'attirer leur attention. Aujourd'hui, là, j'ai la chance de vivre des concerts où les gens viennent écouter mes chansons à moi, tu vois. Donc, mais j'ai oublié la question de départ, tu vois. À quel moment est-ce que tu as su du coup que tu allais pouvoir vivre de la musique? Pour vivre de la musique, quand je suis rentré avec plus d'argent que je n'étais parti, tout simplement. Et j'ai fait mon année scolaire. Il me semble que là, ouais, après, c'était le grand saut. Je suis parti faire mon voyage au Canada et aux USA pendant 3 mois. Donc tu passes presque 3 mois en Irlande. Ouais. Tu t'éclates, tu rencontres du monde, tu fais, tu vis de ta passion, quoi, en fait, et tu pratiques ton anglais, qui était aussi un de tes objectifs. Et tu as donc ce déclic, tu passes donc en 2e année de fac d'anglais, et à la fin de cette année-là, tu dis, OK, on va faire pareil, plus loin, en Amérique du Nord. Ouais, exactement, en plus grand. D'accord. Pourquoi l'Amérique du Nord ? L'Amérique du Nord parce que dans ma famille on a des amis déjà à Montréal, donc ça me faisait déjà un pied à terre pour arriver à être serein. Puis surtout que j'ai fait une rencontre, je t'en parlerai sans doute après, mais l'année d'avant en Irlande j'avais fait la rencontre d'un mec du Nebraska, si je me trompe pas, que je devais rejoindre à un moment du voyage. Mais grosse déception, mais tu vas voir, elle est importante pour la suite du voyage. Donc je devais le rejoindre. Donc je suis arrivé à Montréal, aux États-Unis, ouais, où on s'était dit, on se fait un road trip. T'étais déjà allé aux US avant, ou en Amérique du Nord ? Non, petit, j'étais allé à Montréal et à Québecville, mais jamais, non. Non, tu vois, c'était un peu le rêve américain. Mais j'ai fait Montréal et puis ensuite Boston directement, tu vois. D'accord. Du coup, c'est quoi ton plan à ce moment-là ? Tu sais que tu as un endroit où atterrir, chez les amis de la famille à Montréal.
tu sais que tu veux quoi, reproduire un peu en fait ce qui s'est passé en Irlande, mais à une plus grande échelle? Ouais, t'as tout résumé, c'est exactement ça. Je voulais aller, je savais que c'était des distances immenses là-bas en Amérique du Nord, donc que ça allait pas être une mince affaire, mais j'avais vu que Boston était quand même plutôt populaire, assez proche entre guillemets de Montréal, donc j'ai pris un bus, un Greyhound, pour faire la traversée. Sauf que, bon, bien évidemment, j'avais pas tout calculé et arrivé à la frontière, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars là avec sa guitare? Moi, j'expliquais, tu sais, naïvement, je vais jouer. Ouh. Ouais, non, pas malin, pas malin. Sans à visa, l'époque. je viens gagner de l'argent en jouant dans la rue. T'as dû être bien accueilli? Ah non, mais après, je me suis dit, mais quand même. Non, mais des fois je flâne, tu vois, les trucs logiques, bon, ça m'apprendra, mais. Qu'est-ce qui s'est passé donc, du coup à la frontière? Ils t'ont dit quoi? Et ils m'ont gardé pendant 1h30. Puis ils ont changé de, je sais pas, ça devait être la fin du shift. Enfin, ouais, du shift. Le mec devait débaucher, tu vois. Donc un autre gars est arrivé, plus sympa. Il m'a trouvé gentil et il a dit bon, et c'est bon. Il m'a tamponné le truc et surtout il m'a dit de transmettre aux chauffeurs et aux gens dans le bus qui m'attendaient en fait. Tout le monde m'attendait depuis 1h30. Tu dis qu'on a eu une panne informatique et que c'était pas ta faute. Ouais, vraiment, tu vois, des gens comme ça, c'est important dans les voyages parce que si ça se trouve, c'était retour en France à partir de ce moment-là. Bah ouais, grave. Voilà, donc arrivé à Boston et puis ce saut dans l'inconnu, après on repart de zéro, quoi. Tu t'installes où alors à Boston? Je pense que ce qui me rassurait, c'était les lieux touristiques, typiquement une statue. Ah ouais. Je sais pas pourquoi je cherchais des statues, ouais. Mais comme pour faire comme Dublin. Là, il y avait dans un parc à Boston, il y avait les ducklings, je me souviens. Ouais, à Boston Garden. Oui, j'ai habité 10 ans à Boston, moi. Ah ouais, tu y as habité, toi. Ah ben ouais. Donc c'est les statues de petits canards avec la maman canard devant. Et c'est une histoire, d'ailleurs. Exactement. C'est un livre. Ouais, un livre pour enfants, je crois. Ouais. C'est ça. Hein. Et donc, je me mets à côté. Et puis, ça marche pas si bien en fait aux USA. D'accord. De jouer dans la rue. Je peux pas vraiment te l'expliquer, mais bon, déjà les billets de $1 ils volent, donc ça c'est embêtant quand toi tu joues et qu'il y a du vent et que les gens te mettent les sous dans le chapeau, tu vois. Ouais, tu peux pas dois t'arrêter pour aller chercher. Pour aller ramasser. Ouais, voilà, donc ça c'était quand même une problématique, tu vois. Et puis, je sais pas, moins de générosité que l'année passée. On est en quelle année à ce moment-là? On est en 2016, c'est ça, ouais. J'ai 20 ans. Et puis je reproduis ce même schéma tous les jours. J'essaye d'autres endroits, mais en plus de ça, aux USA, les autorisations pour jouer dans la rue, c'est assez compliqué de les avoir. Puis du coup, sans visa, tu peux pas avoir d'autorisation aussi? Ouais, j'ai pas trop été embêté avec ça. Donc tu dois demander des autorisations? Enfin, comment ça se passe? C'est la ville en fait qui te les donne. D'accord. Tu vas que tu sois résident ou pas, quoi. Oui, mais moi en fait, comme j'étais pas amplifié, comme j'avais pas d'appareil tu vois, je jouais juste guitare-voix. J'échappais souvent aux réglementations de chaque ville. Ce qui les gênait, c'était le bruit, surtout. Et moi, je faisais pas... Ah oui, d'accord, ok. Enfin, ça m'a aidé, ouais. Et donc, je reproduisais ce même schéma qui marchait pas, forcément, tous les jours. Puis, j'appelle ma meilleure conseillère, ma mère, qui me dit tu devrais aller faire un tour du côté de l'Alliance française, te présenter, tu vois. Donc, j'y vais. Et je tombe sur la dame qui était derrière le bureau et je lui explique mon histoire. Et elle me dit mais je vais pas te laisser comme ça, moi. J'appelle mon mari, donne-moi ton numéro, et puis j'ai un appel le soir et en fait j'ai habité chez eux pendant 1 semaine, tu vois. Ah waouh, sympa, d'accord. Ouais, adorable ces gens, vraiment hyper sympa. Elle était mariée à un Américain, donc je les aidais, tu vois, à faire des petits boulots. Enfin, vraiment rien du tout, que couper la pelouse. Je sais même plus si je les ai vraiment aidés, mais c'était vraiment la générosité pure. Et à partir de là, je réfléchis à ce que je veux faire. Et ma mère me dit, mais essaye le Canada, fais le côté anglophone du Canada. Et elle me dit, tu sais quoi, je te prends un billet pour Vancouver. Donc, sympa. Ouais, sympa. Billet pour Vancouver. J'arrive à l'aéroport.
La panique totale parce que, eh bien, je ne trouve pas la réservation sur mon téléphone. Va savoir pourquoi, il fallait un code spécifique que je n'avais pas, sauf que avec le décalage horaire, je n'arrivais à joindre personne en France. Les heures passées, je voyais que mon vol allait partir. J'étais mais au fond du seau. Et puis mon meilleur copain Mickaël, que je réussis à l'avoir à 6h du matin, par chance il se lève tôt, donc il réussit à répondre à mon appel, il va chez moi, réveiller mes parents, pour leur expliquer, machin. Je reçois le code, on m'appelait sur les microphones, là. Oh là là, Amber, t'es attendu, machin. Oh là là. J'ai réussi à prendre le vol, mais vraiment dernière minute, je courais partout. Ouais, le gros stress, j'ai dormi tout le long dans l'avion tellement j'avais stressé. Et j'arrive à Vancouver, et là ça a été vraiment la régalade, comme on dit, tu vois, parce que la guitare ça marchait. Et puis je me suis fait énormément d'amis, énormément de connaissances, et puis j'ai adoré la ville. Raconte-nous alors, présente-nous, je sais pas, ce que t'as aimé dans cette ville, tes premières rencontres, comment ça s'est passé? En fait, le hasard a voulu que je prenne une auberge de jeunesse directement, le Camby Hostel, qui est en plein centre-ville, et c'est l'endroit où il faut être, en fait. Parce que c'est une auberge de jeunesse à l'étage, et en dessous, c'est un bar. C'est un bar où ils font tous les mardis des soirées beer pong. Et c'est là que tu fais des amis. Faut expliquer quoi. le beer pong pour ceux qui sont pas allés en Amérique du Nord. Alors le beer pong, tu places des verres en triangle de chaque côté de la table, et tu as des petites balles de ping-pong. C'est un peu un jeu à boire chez les étudiants. Ah oui, c'est un jeu à boire. C'est c'est un jeu étudiant, où tu essayes de jeter la balle dans le verre de l'autre. Et si tu réussis, tu fais boire l'autre équipe. Et en plus de ça, là, il y avait des prix à gagner parce que c'était vraiment bien organisé. Tu vois, il y avait un voyage le gros lot, c'était un voyage à Whistler, dans les montagnes, ou Seattle. Et moi, je l'ai gagné. Trop bien. Ce voyage, ouais. J'ai gagné 2 fois d'ailleurs. Bon, avant de te parler de Seattle, où j'ai terminé, déjà Vancouver. Ouais, c'est la vie entre la montagne et l'océan, tu vois, je sais pas, enfin, visuellement c'est beau, c'est idyllique. Je me souviens, moi je me cherchais encore, tu vois, je cherchais un endroit où jouer, dans la rue. Je savais pas trop. Je jouais souvent au Cole Harbour, ils appelaient ça, la jetée à Vancouver. Il y a ce gars-là, un Canadien, qui m'écoute un peu. Puis à la fin d'une chanson, on se met à parler, il dit qu'il joue la guitare aussi. Hyper sympa, on sympathise. En ce moment, il me dit je dors chez un pote, mais il y a la place, si tu veux venir, viens quoi. Et puis on fera de la musique. Et petit à petit, on se met à faire de la musique ensemble. Et on a fait quelques sessions d'ailleurs avec un petit groupe. On a créé un mini-groupe. Je me suis rajouté à eux. Et on jouait dans la rue. On se faisait quelques pièces, tu vois. Puis c'était un prétexte après pour aller pour sortir et tout ça, et passer du temps ensemble. Donc ça, c'était une des rencontres marquantes. Puis des amis, un copain belge, Yann, que je vois tous les ans, tu vois, que j'ai rencontré dans mon auberge de jeunesse, des copains irlandais, australiens, mexicains. Enfin, j'ai des amis, je te jure, aux 4 coins du monde. Maintenant, grâce à ça, c'est drôle. Heureusement qu'on a Facebook d'ailleurs, parce que sinon, on s'y perdrait un peu. Trop bien. Ah ouais. Génial. Et alors, tu me le disais tout à l'heure, il faut pas idéaliser non plus complètement le fait d'aller jouer dans la rue. C'est quoi les galères que t'as rencontrées? Déjà le billet d'avion c'était quand même pas mal. Mais j'ai oublié de t'en raconter une qui est pas mal. On peut revenir un peu en arrière à Boston. Là, elle est vraiment niveau supérieur en plus. Je cherchais des auberges de jeunesse et il y en avait une qui était pas chère du tout mais qui était un peu loin. Donc je m'y rends. Je réserve 2 nuits, je crois. Personne me répond quand je sonne, donc je rentre et je tombe sur un grand Russe, cheveux rasés, tout ça, hyper sympa au premier abord, tu vois. Et il me dit qu'il y a personne dans l'auberge, il y a que lui il vit là. Il y avait chambre des filles, chambre des garçons. Et lui était dans la chambre des garçons et il avait un tas de livres autour de son lit, mais comme s'il était là depuis 1 an, tu vois. Il était installé, il y avait... Et moi, je devais dormir juste en face de lui. On va faire des courses parce que on s'entend bien, on papote et tout. On se dit qu'on mange ensemble le soir. On va faire des courses et puis
au moment de cuisiner, je le trouve plus. J'attends 1 heure, je me dis bon, je sais pas où il est. Puis au bout d'1 heure, je me mets à cuisiner et puis je mange, j'avais faim. Et il rentre à 10h30, il était parti à la bibliothèque. Et je lui dis, je t'ai pas attendu, hein, excuse, hein, j'ai mangé et tout ça. Puis là, il se met dans un état de colère, il se vexe. Et et il me dit, mais c'est pas parce que dans ta culture tu fais ça que c'est pareil dans la mienne. Et puis après, tu vois, il part, il revient, puis il dit, excuse-moi, j'ai mal réagi. Je comprends très bien que tu veuilles manger et tout ça. Il partait vraiment dans tous les sens. Et puis je me rends compte qu'il est bizarre parce que je lui dis, mais tu sais, moi j'ai dit ça comme ça. C'était en rigolant hein, que je me suis excusé. Je t'en veux vraiment pas. Il dit, oui, mais parfois je deviens quelqu'un d'assez sombre. Il me dit, et là il y a un regard, il me jette un regard froid. Et là je me dis, oulala. Et je sais pas pourquoi je me suis, l'instinct de survie, je me suis dit, il y a une chaise à côté de moi, s'il faut, j'attrape la chaise et enfin, je sais pas. Je me dis, ce gars-là, il est pas net. Ouais, voilà. Et donc, je lui dis, je suis fatigué, je vais dormir. Mais j'ai pas dormi de la nuit parce que je l'avais en face de moi. Et je l'entendais dans la cuisine en train de parler tout seul. Il tapait dans les murs. En fait, c'était un schizophrène, je pense. Il y avait personne dans cette auberge de jeunesse parce qu'il était là et qu'il faisait fuir tout le monde. Dans la nuit, il y a un Suisse qui arrive, on parle le lendemain matin, j'ai réussi à dormir quelques heures, on parle et il me dit, il est pas un peu bizarre le mec là No way. et ouais, je lui dis, mais, tu vois, je suis content que tu sois du même avis que moi parce que je commençais à me poser des questions. Je lui ai expliqué l'histoire, il me dit, bon, ben moi je reste pas là. Ah ouais. Ouais, moi non plus. Donc on s'en va. On s'en va, tant pis, j'avais perdu ma nuit, lui aussi il avait une nuit de plus, tant pis. On arrive, on avait pris une autre auberge de jeunesse, et arrivé là-bas dans la panique, je trouve plus ma carte de crédit. Je ne me dis pas que je l'ai oubliée là-bas. Je la cherche partout, je comprends pas. Puis je renonce. Je me pose, j'essaie de faire le vide, de me dire mais où est-ce que tu as pu la mettre, tout ça. Et en fait, je me rends compte, mais au bout de, je sais pas, de quelques heures, dans la panique, je l'avais planqué dans mon sac de couchage, au fond du sac de couchage. Est-ce que tu avais peur qu'il fasse les poches ou... Ouais, voilà. Et je me suis dit, s'il y a bien un endroit où le mec, il ira pas chercher, c'est là. Même en secouant par chance, tu vois, tu tombes, la carte elle va pas tomber. Mais en fait, je me suis vraiment mis à la place du. Je me dis, si j'avais tout calculé, quoi, mais j'avais si bien calculé que je m'étais eu moi-même. Donc voilà, une petite crise d'angoisse. Je te raconte pas non plus les appels téléphoniques avec ma mère qui était à l'autre bout du monde, qui était là. Mais c'est un schizophrène, faut pas que tu le vexes, faut pas que lui parle le moins possible et tout. Bon, la pauvre, j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres. Ah, t'as dû l'angoisser ta mère à distance, comme si tu lui racontais ces trucs en temps réel, ça doit pas dû être évident. Ouais, mais en fait, je lui ai raconté là parce que le but c'était pas de l'inquiéter, c'est parce qu'elle est éducatrice spécialisée, tu vois, donc elle sait gérer ouais, voilà, ce genre de cas, donc j'avais besoin de conseils là sur le coup. J'étais un peu démuni. Voilà, une bonne petite galère. Sinon, une autre que j'ai en tête, là on quitte Vancouver. Donc tu gagnes ce prix à Seattle ? Ouais, exactement. Je gagne le prix à Vancouver pour aller à Seattle. Je prends le bus et c'est là que j'étais censé rejoindre mon ami rencontré l'année passée en Irlande. Ce gars du Nebraska là, qui devait me rejoindre avec sa voiture à Seattle pour aller à Portland. Ensuite, on avait déjà tout prévu. Tout content, j'arrive à Seattle, mais j'avais pas de nouvelles de lui depuis 3 jours. Mais bon, tout était prévu, tu vois. J'arrive sur place et puis la nuit elle commence à tomber et pas de nouvelles. Je l'appelais, il répondait pas. Puis finalement, je reçois un message. Je suis désolé, ma voiture elle veut plus marcher, ça va pas le faire et tout. En fait, c'est là j'ai appris une grosse leçon de vie, tu vois, c'est que ce mec-là, je l'idolâtrais un peu parce qu'il était plus âgé, j'étais copain avec lui, un mec intelligent, aussi on avait pas mal d'atomes crochus niveau musique, et j'étais fier d'être copain avec un mec comme ça, de plus américain, je pouvais parler anglais. Puis là, il me lâche, tu vois, j'avais tellement d'attentes envers ce gars, il me lâche, mais du coup, grosse déception.
Bon, je me reprends en main, j'essaie de trouver un moyen de... Enfin, je passe mes nuits, j'avais une nuit à Seattle, je passe ma nuit à Seattle. Ensuite, le lendemain, il fallait savoir ce que je faisais, parce qu'on avait déjà les nuits qui étaient réservées à Portland, tu vois. Donc, j'allais pas y aller, enfin, c'était trop loin, c'était trop cher, je crois, le train à l'époque. Bref, je décide de rester à Seattle. Mais impossible de trouver des nuits à un prix abordable dans des auberges de jeunesse, parce que soit elles étaient toutes complètes parce que c'était le week-end, Airbnb pareil, enfin vraiment là, je savais pas quoi faire. Encore une fois, ma mère qui prend des nouvelles au téléphone, j'essaie un peu de déguiser la vérité, mais bon, je m'étais résolu à vouloir attendre sur la plage que la nuit passe, tu vois, pour voir ce que j'allais faire le lendemain, tu vois. Ma mère a dit, mais si tu fais ça, mais j'entends encore sa voix, mais tu fais ça, mais j'appelle la police, tu vois. La pauvre est flippée. Et finalement, comme j'ai facilement la tchatche, et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé dans le voyage, c'est que je vais dans un bar, je parle avec le barman, je lui explique un peu ce qui se passe, que vraiment là je sais pas quoi faire, et il me dit j'ai ce pote là qui a un Airbnb, et je crois qu'il m'a dit hier que la personne qui devait dormir chez lui ce soir là lui a fait faux bon. Je l'appelle, bref, ça l'a fait comme ça, tu vois. J'ai pris la place du mec et j'ai pu rester 2-3 nuits là-bas. Sympa. Ouais, sympa. Tu retombes toujours sur tes pieds, en fait. Ouais, vraiment. Ouais, ça a toujours été ça. Mais vraiment, hein, c'est vrai que il y a des leçons à tirer. Il y a toujours du positif au final, un peu dans tout. Et après ça, pendant cette période de doute où je savais pas où dormir, j'avais posté des messages sur les groupes Facebook, les Français expatriés. D'ailleurs, tu dois sûrement en faire partie, je pense, de certains d'entre eux, tu vois, expatriés. Mais là, c'était à Seattle, tu vois. Puis j'explique mon histoire, mais je reçois un nombre de messages. Viens dormir chez nous. Les gens sont hyper solidaires, quoi. Ouais, vraiment adorable. Et alors, comment ça se passe ? Je rejoins une Claire, Claire qui habite à Seattle, qui travaille là-bas, une Française. Et elle me dit, viens chez moi, écoute, si tu veux, j'avais prévu de passer le week-end, d'aller faire du volontariat, parce que, comme tu le sais, c'est un truc très ancré chez les Américains, ils font beaucoup de volontariat, dans les montagnes du Mont Rainier, dans le parc national. Rejoins-moi vendredi, et on se fait le voyage ensemble le week-end. Ouais, trop sympa. Je dis, ouais, en plus, on va faire du tourisme vraiment bien. Mais elle était un peu plus aventurière que moi parce que, en fait, elle avait prévu une tente, enfin 2 tentes, et elle pensait qu'on allait trouver dans le parc national, qu'on allait trouver des campings pour dormir. Sauf qu'ils étaient tous complets. Bah oui, c'est pris d'assaut dans les parcs nationaux. Ah évidemment, tu vois. Sauf que nous, on était un peu naïfs. Et elle a dit, mais c'est pas grave, on va se mettre le long du ruisseau là-bas. Là, on a fait du camping sauvage. Sauf que moi, tous les virages, je voyais des panneaux. Vous êtes sur le territoire de l'ours. Bah oui. Attention, machin. Puis il y a des grizzlies par là-bas. En plus, c'est pas des ours bruns un peu détente. Non, c'est ouais. En plus, je regarde pas mal de vidéos de nature. Je sais comment ils agissent et tout ça. Et là, pareil, j'ai pas dormi de la nuit. On avait mis la nourriture en hauteur, tu vois. Enfin, tout était propice à mes peurs, quoi. Tu vois. Enfin, c'était. J'ai pas dormi de la nuit. Dans la nuit, j'entends des bruits. En fait, il y a un arbre qui est tombé pas loin de nous. Le lendemain matin, dès que le soleil se lève, je sors de ma tente parce que j'en pouvais plus. En plus, j'avais plus de batterie sur mon iPod. Je pouvais pas. J'étais en boucle en fait sur les ours tout le temps. Et dès qu'il y avait une lueur de soleil, tu vois, je sors. Et là, je me rends compte qu'à quelques mètres de nous, au bord du ruisseau, il y a une trace dans le sable d'un lion des montagnes là, les pumas. De pumas ouais. Là, ouais, des pumas. Oh là là. Donc il y avait de la vie autour de nous. Ça a été un élément marquant de ma vie, tu vois. C'est le genre de moment que je veux pas revivre, mais je suis content d'avoir vécu, ouais. Tu vois. Content de t'en être sorti aussi.
Ouais. Et je te raconte pas la journée après pour aller creuser les chemins de randonnée dans les montagnes sans avoir dormi. L'altitude, moi je suis pas de la montagne, moi. J'avais la tête qui tournait. Ah ouais, la altitude sickness, là. Ouais. Ouais. C'est pas agréable. Ouais, c'est pas agréable, mais bon, après, évidemment, le paysage rattrapait le reste. J'ai vu Ouais, c'est énormément d'animaux. J'ai parlé avec énormément d'Américains. Et je fais la rencontre d'un monsieur qui me met en contact avec une amie qu'il a, une famille d'Américains qui sont vers Seattle. Non, je vais pas me souvenir du nom. C'est une partie de Seattle qui est un peu isolée, un peu huppée même. Et bref, je termine chez eux. En fait, ils me disent viens passer quelques jours et t'es notre invité. Des Français toujours ou... Non, alors là, c'était des Américains. Les Américains, donc parfait, tu vois, moi qui voulais parler anglais, me frotter un peu aux coutumes locales, tout ça. Pour ma venue, ils organisent un mini-concert parce que je leur avais dit que je jouais de la musique, donc du coup, je joue dans leur salon. Il y avait plein d'amis. Et ah oui, c'est drôle, je me souviens de ça. Il y a une des personnes qui me dit, mais c'est incroyable, tu viens de Sarlat, mais avec mon mari, on a fait notre voyage de noces à Sarlat. Ah, ouais. Et elle me montre les photos et tout, c'était marrant. Et je me revoyais, ouais. Et puis cette famille qui s'occupe de moi comme un roi, quoi. Ils m'ont fait découvrir les chutes, je sais plus le nom des chutes qu'il y a par là-bas. Là. On a visité aussi une comment on appelle ça? Ils fabriquent des donuts là. Une boulangerie? Ouais, une boulangerie, mais du genre niveau supérieur, quoi, en taille. D'accord. Une usine, ouais, voilà, une usine où tu vois comment tout fonctionne. Et puis les magasins américains, je me frottais vraiment, tu vois, j'avais vraiment l'impression de me frotter à la vraie Amérique que j'avais imaginée, tu vois. Et elle était à la hauteur de tes attentes? Ouais, même mieux, je pense. Et alors, qu'est-ce que ça change en toi, en fait, tout ça? Parce que du coup, tu passes du temps en Irlande, tu passes du temps aux États-Unis, tu passes du temps au Canada. On va y revenir après. Tu vas aller poser tes valises en Écosse, en Australie. Qu'est-ce que ça change en toi? Est-ce que tu te sens encore plus aligné, justement, par rapport à ta passion de la musique? Enfin, parle-moi un peu de ton cheminement. Ben, en fait, après chaque voyage, pendant le voyage, je m'imaginais déjà le voyage qui allait suivre, de l'année d'après. Je voulais découvrir énormément de monde et je me suis vite beaucoup intéressé aux accents anglais et je voulais en découvrir le plus possible. Donc là, on est à Seattle, je reviens à Vancouver, je traverse le Canada en Greyhound en bus pendant 3 jours pour revenir à Toronto. Là, je joue aux chutes du Niagara. Ça aussi, j'étais content de le faire. Je joue la guitare, moi je me fais virer au bout d'une demi-heure, mais bon. Au moins je l'ai fait, tu vois. Et puis après, c'est Montréal et le retour en France. Et puis planification du voyage suivant. Et petit à petit, je me suis dit que je me lassais un peu de jouer les chansons des autres. Tu vois, je me suis dit que c'était un moyen de faire de l'argent. Enfin, c'est une chose, de l'argent là pour voyager, de faire plaisir aussi, parce que les gens avaient l'air d'apprécier ce que je faisais, et de créer des émotions chez les autres. C'est ce qui me motive avant de faire de l'argent quand même, parce que et donc je me mets à écrire des chansons. Et de temps en temps, j'en place dans la rue. Je me mets à jouer quelques trucs à moi. Et ça me plaît. Et je me rends compte que les gens, ils accrochent aussi. Et parfois, on me demande même t'es de qui cette chanson? Je la connais pas. Et là, c'était tu vois, la satisfaction ultime. C'est de moi et je me rends compte que c'est quelque chose que je peux faire. Bon, je débute. Hein. Aujourd'hui, quand je réécoute ce que je faisais, il y a des choses que je gommerais, mais non, tu vois, tout est cheminement, quoi. C'est vraiment ça. D'accord. Et alors, donc du coup, tu files en Écosse, puis tu lâches tout et tu pars en Australie. Et c'est finalement en fait en Australie que tu vas écrire ce premier album? Ouais, exactement. J'en avais un peu marre de jouer pour les autres, tu vois. Et puis j'arrivais pour les à... autres? Je devais avoir...
Ben, pour les autres, dans la rue, tu vois, je jouais pas pour moi, en fait. Je me rendais compte que... T'étais toujours dans la performance, quoi, tu veux dire. Ouais, dans la performance, moi, j'ai commencé dans ma chambre, tu vois, où il y avait que moi et moi-même. J'avais besoin de revenir à ça, je crois. Et aussi, j'arrivais à un âge où je n'avais connu en métier, en termes professionnels, que la guitare, quoi. Tous mes amis continuaient leurs études, savaient où ils allaient. Moi, je suis allé jusqu'à la licence d'anglais, mais tant bien que mal, quoi. Je voulais pas finir prof ou traducteur parce que ça m'attirait pas plus que ça, malgré ma passion pour l'anglais, tu vois. Et grosse période de doute avant de partir en Australie. J'en parle à mon père qui me dit écoute, tu parlais de l'Australie, regarde, il me prend un billet comme ça, paf. Un billet, allez. Alors là, ça a commencé à cogiter. Je me suis dit, ce voyage-là, il faut en faire quelque chose d'autre. Donc, je prends ma guitare avec moi, mais je m'en servirai pas pour jouer dans la rue, là-bas. J'atterris à Sydney. Grâce à mes connexions d'avant de mes voyages passés, j'arrive chez Oscar, un copain étudiant, qui m'héberge dans sa toute petite chambre. Enfin, vraiment adorable. Le mec, je l'ai rencontré un soir, pas plus, et il m'accueille. Je dormais à côté de lui, quoi. Enfin, vraiment confiance aveugle, quoi. Et puis Sydney, en parlant un peu à droite à gauche, on me conseille d'aller à Melbourne, ce que je fais. Là, je trouve un travail à Melbourne de serveur. D'accord. Mais du coup, là non plus, t'as pas de statut d'immigration. Juste le visa de 2 ans, il me semble. Ah, t'avais un PVT ? PVT, ouais. Ah d'accord, ok. Donc Ouais. tu partais pas complètement en improvisation non plus, quoi. Non, bien sûr. Disons que je savais quand je partais, je savais pas quand je rentrais, mais j'aurais pu y rester 2 ans, je crois. Ouais, je crois que ça marche comme ça. Et j'avais en tête, en fait, d'essayer énormément de boulot, notamment serveur. J'ai commencé par serveur. J'ai trafiqué mon CV en disant que j'avais déjà fait de la restauration et tout ça, alors que pas du tout. Mais comme je présentais bien, que j'avais un bon anglais, tu vois, j'arrivais quand même à gagner la confiance des gens, en toute humilité, quoi. Enfin, je pense que c'est ce qui marchait facilement, tu vois. Ils disaient, ce gars-là, bon, on veut bien lui donner un essai, tu vois. Donc, j'étais embauché assez facilement, mais après, j'avais pas les compétences pour quoi. Je savais pas porter 3 assiettes. En plus de ça, j'oublie les commandes entre la table et la cuisine. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour ce métier parce que moi je pars dans tous les sens et mon cerveau, c'est trop pour mon cerveau, trop d'informations, tu vois. Donc je me fais virer au bout de 2 semaines. Ah oui, là un copain me dit oui, au nord de l'Australie, sur des bateaux à huîtres, ils cherchent il y a du boulot. Si tu veux, je te fais un CV là vite fait. Et ils te prennent avec moi et tout. Je le rejoins. Paf. Je pars bosser sur des bateaux à huîtres en Australie, au nord, au-dessus de Darwin, là-bas, où j'ai connu un cyclone d'ailleurs. Ah oui, vois. d'accord, ok. Parce que le capitaine du bateau dans lequel on travaillait, il voulait absolument travailler malgré le cyclone parce que c'était de l'argent qui se perdait, quoi. Donc on a essayé d'aller. En gros, c'est le commerce de la perle. Je sais pas si tu veux que je m'étende là-dessus, mais Explique-nous, vas-y. ouais, c'est le nord de l'Australie. Ils ont énormément d'huîtres, mais c'est pas pour les manger, c'est pour ils récoltent les perles à l'intérieur pour en faire des bijoux. Et par un procédé scientifique, ils réussissent plus ou moins à accélérer le processus de création de la nacre là, qui fait le bijou, quoi. Et donc mon boulot à moi là-bas, c'était d'aller dans une baie. On allait en bateau dans cette baie pour nettoyer les bandes d'huîtres, mais qui sont quand même gigantesques, quoi. Nettoyer, on portait les casiers, on les mettait sur le bateau. Il y avait toute une machinerie sur ce bateau et on nettoyait des huîtres, on les remettait à l'eau, on regardait s'il y en avait des pourries, tout ça. C'était un très robotique comme métier. Ça a dû être assez physique aussi, j'imagine. Ouais, très, très physique, et puis surtout que c'est des conditions météorologiques qui sont pas similaires aux nôtres, quoi. Il fait très chaud et très humide. Je suis arrivé le premier jour, j'ai fait une insolation, en fait. J'étais complètement déshydraté. En plus de ça, on devait se couvrir énormément les mains parce que quand tu tripotes les paniers à huîtres, il y a des espèces d'algues. Ils appellent ça le fireweed. C'est des algues qui te brûlent la peau
Donc t'es obligé de mettre des chaussettes de rugby, tu vois, que tu trouves. Donc mais en plus avec la chaleur, c'est la dernière des choses que t'as envie de mettre. Ouais, je comprends. Ben ouais, du matin jusqu'au soir à 17h, on fait ça. On rentre, on mange, on dort tous les jours. On dort dans des préfabriqués. On nous dit ne vous éloignez pas trop parce qu'il y a des tribus aborigènes et puis ils nous aiment pas trop, donc faites attention. D'accord. T'as été emmerdé ? Non, on les voyait qui passaient en bateau et ils nous insultaient, ils nous faisaient des fuck off, tu vois, des trucs comme ça. Ambiance. Ouais, mais non, mais moi je m'inquiétais pas trop d'eux. C'était surtout la nuit pour aller faire le pipi nocturne où tu voyais les coyotes qui te tournaient autour. Et c'est très malin un coyote. Hein. Faut pas les sous-estimer. Hein. Ils se mettent en meute. Normalement, les coyotes, ils s'en foutent des humains quand même. Ah, je sais pas, là, j'allais pas trop loin, tu vois. Tu les voyais, mais parce que c'était vraiment isolé là où on était. On avait en fait, la première ville, elle était à une demi-heure de bateau, quoi. Donc, et après, c'était que de la nature. Et cette baie avec ces rangées de paniers à huîtres, quoi, gigantesques, quoi. Et puis, oui, le cyclone, les gens avec qui on travaillait pas forcément ultra accueillants parce que il y avait beaucoup de backpackers, mais aussi des locaux, des Australiens qui n'aimaient pas que nous, backpackers, viennent leur prendre venant leur prendre le travail, tu vois. D'accord. Donc, ils nous le faisaient ressentir. C'est la seule fois je crois que oui, c'est la seule fois de ma vie que j'ai ressenti du racisme, tu vois. D'accord. C'est pas agréable. Ouais. Donc, ouais, il me tardait, c'était bien payé, mais à quel prix, quoi, parce que Ouais. T'as fait ça combien de temps, du coup ? 18 jours. D'accord. Et puis après, ce retour à Melbourne, mais ouais, j'étais content. J'étais content de rentrer en vie. Bon, après, il y avait du positif, malgré tout ça, tu vois, les aborigènes, les coyotes, les méduses aussi dans l'eau, les crocodiles, ils nous disaient n'allez pas vous baigner. Mais bon, ça les dérangeait pas quand même de mettre le bateau au large quand la marée était basse. Il fallait qu'on nage un peu quand même. Là par contre, on avait le droit d'aller dans l'eau, là. Ça, j'ai jamais compris. Mais pourquoi, mais malgré ça, tu vois, j'ai vu des espèces d'iguanes, des requins gigantesques, des dauphins depuis le bateau à la coupure à midi, tu vois ça, le déjeuner sur le bateau, le calme plat quand tu coupes le bateau, enfin ça c'est, moi j'adore, j'ai une partie de moi qui est marin, quoi, enfin, et d'ailleurs dans mes chansons j'en parle aussi, tu vois, c'est, je pense que dans une autre vie je devais vivre sur un bateau, je pense. Donc oui, ça nourrit ce côté-là aussi. Il y a eu du positif là-dedans. Et alors, à quel moment est-ce que tu te mets à écrire ce premier album en Australie ? Je reviens à Melbourne, et puis là, je trouve pas de travail. Donc je me mets à écrire. Là, c'est à partir de maintenant. Je pars pour Perth. Je prends un avion à Perth parce qu'on m'avait dit que là-bas ils cherchaient du travail. Je me fais vite embaucher en tant que serveur, encore une fois, mais bon, rebelote, je suis pas fait pour ça, donc je me fais virer. Et puis j'ai beaucoup de temps libre et je me mets à écrire. Je continue mes chansons, tu vois. Je vais dans les parcs, je gratte. Et les idées ont l'air de venir à ce moment-là. Je cherche aussi d'autres jobs à faire. Je fais la plonge, jardinier, peintre en bâtiment. Ouais, tu touches un peu à tout, quoi. Ah ouais, vraiment à tout, mais je suis vraiment pas manuel en plus, tu vois. Donc tout ça m'a vraiment conforté dans cette idée que aujourd'hui la musique, c'est là que je dois être et pas ailleurs, parce que je suis vraiment pas doué pour faire autre chose. Je peux même être dangereux pour moi et peut-être pour les autres, tu vois. Donc tu chantes Australie. Au nord, le sud m'appelle à l'aide. Elle est bien seule avec tous ses remèdes. Et du coup, t'écris dans quel, environnement, dans quel contexte, t'écris sur quoi ? Enfin, tu peux me parler un peu de ce processus ? j'écris seul beaucoup. J'ai besoin de faire le bilan quand j'écris.
Enfin, du moins dans ce cadre-là. Et notamment une chanson Australia qui résume mon voyage. J'y allais avec toutes mes questions, tu vois, je suis allé chercher des réponses, si je résume un peu la chanson. Et je suis allé chercher des réponses là-bas et des remèdes, et le retour a été, je pense, salutaire, quoi. Et puis il y a le thème du voyage, bien sûr, qui est récurrent. Puis bon, le thème de l'amour qui est inévitable en chanson aussi. Des petites amourettes que t'écris, des questions philosophiques également qu'un jeune homme de 23 ans à l'époque se pose. Et là, je mélange encore l'anglais et le français dans mes chansons. Ouais. Super. Ouais, vraiment, ouais, j'étais fier, ouais. Du coup, tu étais partie en Australie pour ne pas que jouer pour les autres, pour pouvoir te recentrer aussi sur toi, sur ton cheminement et tout. Tu rentres en Europe, du coup, avec cet album que tu es prêt à enregistrer. Et là, tu choisis un coin mythique, quand même, en termes de musique mondiale. Tu vas à Liverpool. Exactement, ouais. Le berceau des Beatles, dont on parlait au début du podcast. Et oui, c'est drôle parce que j'avais l'impression de boucler une boucle, tu vois, donc tout faisait sens. Je suis pas très, je crois pas trop au destin et tout ça, mais parfois ça se provoque, tu vois, ce genre de choses. J'ai un ami qui a un studio, on en avait parlé, que j'écrivais mes chansons, et j'aimerais après l'Australie venir te les enregistrer chez toi. Donc je vais chez Elliot, qui a son studio. Un ami d'enfance, Étienne, me rejoint, et là on se met à enregistrer les premières chansons de. Alors c'est pas l'album, c'est un EP, on appelle ça, donc c'est 8 titres. Et puis ouais, je me sens à ma place, tu vois. Le studio, c'est le seul endroit au monde où je ne regarde pas l'heure passée. Je jaloux du temps au studio. Avec des gens compétents parce que moi je suis pas scolaire, donc qui traduisent mes sensations en notes parfois, et donc là c'est du bonheur pur, quoi, de la création, et c'est ce qui s'est passé à Liverpool, quoi. On était tous les trois embarqués dans ce truc là, et c'est à partir de là que je me suis professionnalisé, et que premier pas vers mon métier d'aujourd'hui d'artiste. Ah bah génial, trop bien. Alors aujourd'hui, du coup, tu vis de la musique, tu nous le disais, tu ne joues pas que, ou plus du tout même, dans la rue. C'est ton métier. Est-ce que tu peux me parler justement de ton quotidien ? Est-ce que tu fais encore beaucoup de live ? Est-ce que tu composes encore sur la route, comme c'est une partie de ce qui t'a inspiré initialement ? Est-ce que tu continues à voyager, ou est-ce que tu es uniquement posé dans le Périgord actuellement ? Ah ben non, bien sûr, je suis tout le temps à droite à gauche. Je viens de sortir mon tout premier album en bonne et due forme, Si on creuse, là, l'an dernier, où on retrouve des chansons que j'ai écrites en Australie dessus, Australia, Margot et By Now. La seule chanson en anglais que j'ai gardée, By Now, parce que quand même c'est une partie de moi, le côté anglo-saxon, tu vois. Je me produis un peu partout en France, mais aussi au Québec, puisque j'ai fait une tournée l'an dernier au Québec. En 2024, ma Bear tournée, comme je l'appelle. Excellent. Voilà, et puis le but, bien évidemment, c'est de continuer à me laisser porter par la musique. Tu vois, je voyage moins physiquement depuis quelques années, depuis que je suis figé un peu dans ce métier qui m'oblige à rester en France, quoi. Et le voyage me manque énormément, mais je voyage différemment, c'est plus un voyage intérieur. Mais quand même, j'aimerais bien que ma musique me porte aux quatre coins du monde, tu vois. Donc, ouais, moi, ça c'est le but ultime de pouvoir aller jouer, je sais pas moi, en Amérique du Sud. Ouais. Revenir faire une tournée au Québec, quoi. Et tout ça. Ouais, vraiment, ça c'est mon but
ultime. ultime. Et alors, tu as Ouais. chanté justement sur plusieurs continents, et avec le recul, est-ce que tu dirais que la musique se vit différemment en fonction, je sais pas, des cultures et des pays? Se vit différemment. Oui, bien sûr. Oui, oui, la réponse elle découle d'elle-même parce que l'Amérique n'a pas le même passé musical que l'Australie, par exemple. Tu vois, l'Écosse, tu vas dans les bars et tu rentres dans un bar, on te dit chut, fais attention, pas de bruit, parce que t'as un groupe qui joue en acoustique au fond du bar et t'as un silence de cathédrale pour les écouter, quoi. J'adore ça, moi. Et puis l'Australie, ils ont leur propre façon d'accorder les guitares Ah ouais? là-bas, tu vois. Ouais, c'est on appelle ça des open. Enfin, c'est vraiment, je les admire énormément. Les mecs qui jouent dans la rue, c'est incomparable à ce que je faisais moi, quoi. Moi, je gratouille à côté d'eux, tu vois. Et plus de ça, ils jouent avec des percussions au pied. Bon, ça, je l'ai ramené d'Australie. Je suis content, je le garde sur scène quand je suis tout seul. J'ai une grosse caisse électronique au niveau du pied, tu vois. Ça, je l'ai ramené d'Australie, donc je suis content D'accord. que ça me reste aujourd'hui. Puis toutes ces cultures, je pense que j'absorbe un peu tout et qu'aujourd'hui, tout ça fait Berthoud. Ouais. Moi, quoi. Bah, c'est génial. Ouais. Du coup, tu as gardé des influences un peu de tous ces voyages qui t'ont, on dit souvent, les voyages forgent la jeunesse, mais aussi la musique. Ouais, exactement. Est-ce que si on fait, je sais pas, un petit bilan, est-ce qu'il y a un endroit qui t'a marqué plus que les autres? J'ai l'impression que l'Australie a été super déterminante, mais en fait, tous les endroits dans lesquels tu as vécu. Ouais, c'est un peu de la sérendipité, tu sais, où tu cherches quelque chose et puis en fait tu tombes sur autre chose qui est bien plus important. Ouais. Mais là, tu me poses une question, je peux pas choisir parmi tous ces trucs parce que tous ces pays, parce qu'ils ont été importants pour moi. J'ai vraiment adoré Édimbourg, qui est une ville à part. Enfin, pour les fans d'Harry Potter, par exemple, c'est là-bas qu'il faut aller. Et puis j'ai énormément de souvenirs aussi là-bas, mais l'Australie est fantastique. Faut se rendre à Fremantle, qui est au sud-ouest de l'Australie, qui est très beau. Et puis surtout aller rencontrer les gens par-dessus tout, parce que moi le voyage, ça a toujours été ça, tu vois, la rencontre humaine. À Édimbourg, pour revenir à Édimbourg, tu vois, je rencontre un vieux monsieur dans la rue, Roy, qui ressemble au Père Noël. Il me parle et tout, et puis il me dit écoute, moi j'habite là dans un petit village à côté, si tu veux, tu viens là la semaine prochaine et je te fais visiter. Mais tu vois, de la bonté pure, quoi. Et ce que j'ai fait, je l'ai gardé en ami. T'as rencontré des humains qui Ouais. t'ont Qui sacrément m'ont marqué. influencé et qui te marquent encore aujourd'hui, quoi. Quasiment 10 ans après tu le vois. premier voyage. Ouais, exactement. J'ai rencontré des magiciens dans la rue aussi à Édimbourg. Moi, je jouais une demi-heure à un endroit, puis après, c'était un magicien. Et donc, du coup, j'étais leur complice parfois, tu vois. Donc, j'ai appris des petits trucs. J'ai participé au Fringe Festival. C'est le plus grand festival de joueurs de rue du monde, quoi, tu vois. Donc, des trucs que j'aurais jamais pensé réaliser aujourd'hui. Donc, moi, ce que je garde du voyage, si je devais faire le bilan, c'est aller vers les autres, oser de faire une blague au mec qui attend dans la queue avec vous au supermarché, parce que tu sais pas en fait ce qui va arriver, et puis juste faire rire les gens, c'est bien, leur parler, on est des êtres humains, on est fait pour se parler, quoi. Donc l'altruisme, je pense que ça m'a vachement apporté ça, le voyage. Je le garde aujourd'hui, je parle à tout le monde. Quand j'ai un truc à dire, tu vois, je le dis. Je me dis pas, mais non, mais comment va le prendre la personne? J'essaye d'être avenant, tu vois. Et à l'inverse, ne pas trop avoir d'attente aussi. Parce que ça te permet d'être dans la rencontre, du coup. Voilà, tu vois, comme on disait, ce gars-là là, du Nebraska là, qui m'a déçu. Toujours donner de soi, mais sans trop en attendre en retour, mais toujours donner autant. Voilà, donc je pense que c'est quelques petites erreurs qui que tu as fait. Ouais, voilà, qui restent salutaires, et puis c'est la vie, quoi. Et alors, dans 10 ans, t'aimerais être où? Faire quoi? Toujours de la musique, j'imagine? Bah oui, de la musique.
La musique, l'album, ça fait 5 ans que c'est mon métier, et ça grandit, je suis sur une pente ascendante. Super. Ouais, vraiment, c'était un premier but, tu vois, un but que j'ai atteint. Mais j'ai soif de plus, comme toujours, donc C'est bien, c'est ça dans qui 10 ans... c'est ça qui est motivant aussi. Ouais, voilà. Dans 10 ans, j'aimerais bien être partout, un peu partout avec mon groupe, et puis jouer mes chansons, et puis surtout partager des moments avec les gens. Je me rends compte que la musique, bon, c'est très bateau ce que je vais dire, mais c'est vraiment le partage, et c'est quelque chose qui se ressent, quoi. Quand tu vois dans les yeux des gens qui regardent chanter que tu les rends heureux, ou que tu leur transmets une émotion à travers tes mots et tes mélodies, ouais, c'est magique. Et ça, tu le vis nulle part ailleurs, vraiment pas. Voilà, j'écris, je continue à écrire, à composer en ce moment, à chercher des dates aussi, parce que bon, je suis un artiste indépendant, donc il n'y a pas que de la musique dans ma vie. Pas mal de travail de l'ombre, mais j'espère que tout ça va payer, que dans 10 ans, eh bien, je serai à jouer au fin fond du Japon mes chansons dans une alliance française, ou je sais pas. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, merci. Trop bien. Écoute, merci beaucoup. Si tu pouvais revenir en arrière, pas forcément pour refaire l'histoire, mais tu reviendrais à quel moment et tu te dirais quoi? Ça peut être changer une décision, mais ça peut être aussi, je sais pas, un petit encouragement, une petite tape dans le dos. Moi, je changerais rien. Je pense pas. J'ai même pas envie de changer la chose, parce que j'ai l'impression que je partais de zéro, tu vois, c'était une page blanche qui ne demandait qu'à être remplie. Mais surtout, j'ai cette phrase qui me reste en tête aujourd'hui constamment, c'est: faites des erreurs, trompez-vous dans la vie, parce que c'est important, ça vous guide. C'est ça qui va déterminer ce que vous voulez vraiment faire. Moi, je veux pas faire serveur. J'ai fait serveur. Je veux pas faire serveur aujourd'hui, parce que je l'ai fait. Je veux pas bosser sur des bateaux à huîtres à me casser le dos. Mais je suis content de l'avoir fait, parce que ça m'a permis de comprendre que je ne voulais pas le faire. Donc voilà, faites des études qui ne vous vont pas, pour vous rendre compte que le vous de ce moment-là, eh bien, il est fait pour autre chose. Donc voilà. Donc non, ne change pas, et puis trompe-toi et avance. Voilà. Eh ben voilà une belle conclusion. Merci beaucoup Humbert, merci beaucoup Bertou. Merci à toi pour ton accueil, et puis bravo pour tout ce que tu fais, parce que je me régale à écouter en voiture tes podcasts. Merci. Amoureux qui ne savait pas qu'il y a tant de choses derrière les choses. Amoureux qui ne savait pas qu'il y a tant de choses derrière les choses. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Bertou, Humbert, mais aussi à sa maman qui m'a parlé de son histoire, qui m'a beaucoup intéressée. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravie de vous livrer cette nouvelle histoire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans votre cercle amical ou de travail. Chacun de vos partages compte énormément. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, on prend la direction de New York en compagnie d'une certaine Mélodie. Je vous laisse découvrir un petit extrait. En fait, il y avait un matin en arrivant, au tout début, où il fallait apprendre un petit peu comment fonctionne surtout la hiérarchie, on va dire. Et j'étais venue avec une veste de chef, en fait, noire. J'avais juste mis une veste de chef, j'en avais une rose, une noire, une blanche, etc. Et ce jour-là, j'étais arrivée en veste noire. On m'a renvoyée direct à la maison pendant genre 4 jours, sans paye, etc., machin. Enfin, juste pour réfléchir à ce que j'avais fait. Parce que c'était tellement offensif, parce qu'on se prend pas pour un chef, on ne met pas une veste noire,
si on n'a pas encore été établi et qu'on n'est pas chef, non chef de partie, non apprenti, non employé, non blablabla, enfin stagiaire, etc. Tout ce qui passe avant. Donc du coup, en fait, il fallait que je revienne en blanc, neutre, sans nom, etc. Enfin juste. Voilà, cette fois-ci, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour découvrir une nouvelle histoire. À très vite.